Bonsoir et bienvenue. Ce jeudi, Dakar abrite la deuxième conférence de l'Union africaine pour la masculinité positive. L'objectif, comme vous le savez, c'est d'éliminer toute forme de violence à l'égard des femmes et des filles. Prétexte donc pour recevoir ce soir sur ce plateau un qui, avec son réseau, en a fait son cheval de bataille, Dr Djibril Diallo. Bonsoir. Bonsoir. Oui, vous êtes président directeur général du réseau de la Renaissance africaine et de la diaspora, ARDN en anglais. Vous êtes un ancien du système des Nations Unies. Merci d'être venu. Merci beaucoup. Oui, le Sénégal, l'Afrique, le monde vous connaissent, je l'ai dit, vous êtes un ancien du système des Nations Unies, 30 ans de Nations Unies, vous avez pris votre retraite internationale, vous étiez à ONU-SIDA, mais pour autant, vous ne quittez pas la cause sociale, le SIDA, dont vous avez géré la problématique et est toujours d'actualité en Afrique, dans nos pays. Oui. Vous savez, nous l'avons dans l'ADN, hein, lorsqu'on en a cet engagement, l'engagement continu dans la dimension économique et sociale. Et là, nous avons la capacité d'avoir une jonction avec le système des Nations Unies, mais en même temps de travailler avec les États, la société civile et tous les partenaires dans 80 pays. Vous avez géré cela, je l'ai dit. Aujourd'hui, si vous aviez, avec le recul, une appréciation à faire un peu sur tout ce qui a été fait en termes de lutte, quel bilan feriez-vous un peu de la lutte contre le sida en Afrique? Écoutez, je suis cela par presse interposée. J'ai deux dimensions à faire ressortir. D'abord, les progrès qui ont été réalisés ont été vraiment ralentis, sinon anéantis, par l'impact de la pandémie de la COVID-19. Deuxièmement, des pays comme le Sénégal, qui ont fait beaucoup d'efforts pour garder le taux de prévalence très bas, malheureusement, se retrouvent parfois pénalisés par la communauté internationale. C'est-à-dire qu'il y a un manque de ressources par rapport aux pays qui ont fait beaucoup d'efforts pour maintenir le taux de prévalence très bas. Donc, il va falloir que la communauté internationale continue à accompagner des pays tels que le Sénégal pour que l'on maintienne le taux de prévalence qui soit plus bas. Qui soit plus bas. Aujourd'hui, c'est un problème de financement qui est évoqué. Selon vous, qu'est-ce qui doit être fait pour retrouver le niveau de financement qui puisse faire en sorte que la lutte soit au cœur des débats internationaux aujourd'hui? D'abord, il faut saluer les efforts des États eux-mêmes. Quand je parle d'État, non seulement je parle de gouvernement, mais je parle de la société civile, de la mobilisation sociale qu'il y a eu à ce niveau-là. Il y a eu beaucoup de progrès dans ce domaine. Là où il y a eu manquement, c'est qu'il y a eu vraiment une diminution des contributions sur le plan international dues à un certain nombre de facteurs. La COVID-19 qui est une nouvelle maladie, peut-être qui focalise plus les attentions. Là. Voilà, la COVID-19 est un facteur, le paludisme est un autre facteur, et puis aussi la guerre de l'Ukraine à côté est un autre facteur. Donc tous ces facteurs ont contribué dans une certaine mesure à la diminution du financement de la lutte contre le sida, là où cette lutte en avait le plus besoin. Est-ce que vous avez espoir aujourd'hui que cette pandémie, qu'est le sida, peut quitter le continent? Nous avons beaucoup d'espoir dans ce domaine parce qu'il y a une mobilisation sociale qui est très très forte, qui est portée par la jeunesse surtout. Les jeunes qui sont les leaders d'aujourd'hui, pas les leaders de demain. Et cela peut permettre d'accompagner les efforts des États et maintenant en sus encourager la communauté internationale d'être là. Et je suis beaucoup plus optimiste aujourd'hui quant à l'éradication de la pandémie du sida qu'il y a quelques années. D'accord. Je rappelle que vous êtes à Dakar dans le cadre de la deuxième conférence sur la masculinité positive. Vous êtes aujourd'hui dans ces questions-là. On viendra un peu sur le réseau que vous avez créé pour un peu lutter contre ces problématiques-là. Quand on parle de masculinité positive aujourd'hui, que renferme ce concept de masculinité positive? Il s'agit avant tout de faire des hommes, des alliés, pour s'occuper des questions de violence à l'égard des femmes et des filles. Je dois m'empresser de dire que ce ne sont pas tous les hommes qui sont en train de faire de la violence à l'égard des femmes. Mais lorsque l'on regarde la violence à l'égard des femmes, la grande majorité de la violence provient des hommes. Des hommes, ouais. Donc, comment est-ce que nous pouvons accélérer ce processus en engageant toutes les couches de la société, dirigées par les États, pour que l'on dise non aux violences faites aux femmes et aux filles? N'oublions pas qu'en 2023, nous allons 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de la personne, qui avait été signée en 1948 à Paris. Jusqu'à présent, les femmes ne jouissent pas de tous leurs droits. Et la violation des droits de la personne contre les femmes
est une violation de droit contre vous-même et contre moi-même. Et selon vous, comment cela doit être vécu, cette masculinité positive? Comment elle doit s'exercer? Je pense que le Sénégal est en train de donner un bon exemple à ce niveau, c'est-à-dire qu'il s'agit de sortir ces discussions des salons climatisés et de les amener au niveau de la société civile. J'ai été nommé comme membre du comité national d'organisation, donc j'ai eu l'appréciation des efforts entrepris par le Sénégal pour cela. Nous avions des chefs religieux qui ont donné la dimension religieuse. Il y a eu beaucoup de discussions. Comment est-ce qu'il faut traduire ce concept au niveau des langues nationales, de la société civile? Et tout cela, je pense, mène à une conscientisation au niveau non seulement des États, mais aussi de la société civile, du secteur privé, des groupes religieux et des groupes traditionnels. Et c'est à ce niveau-là que l'on doit vraiment mettre l'accent. Et là, comme vous l'avez dit, c'est la deuxième rencontre de ce type. Donc, elle a comme objectif de faire le bilan de ce qui a été fait depuis novembre 2021 à Kinshasa. Je suis très impressionné par les préparatifs qui ont été faits jusqu'à présent au niveau du Sénégal. Oui, puisque les vulnérabilités, là, elles existent toujours. Elles restent et s'accentuent de plus en plus. Oui, sur le plan mondial, une femme sur 3 dit qu'elle a eu expérience de violence physique ou sexuelle dans sa vie. Cela est inacceptable. Donc, à notre niveau, nous sommes là pour vraiment attirer l'attention à ce niveau, ayant notre réseau dont le siège est à New York et étant présent dans 80 pays d'Afrique et de la diaspora. On parlera de ce réseau-là, mais cette conférence qui va être présidée par le chef de l'État, ça veut dire quoi que cette question, selon vous, doit être élevée au niveau le plus haut des États pour une prise en charge beaucoup plus adéquate? Les anglophones disent que les questions importantes deviennent encore beaucoup plus aiguës lorsque les personnalités importantes leur prêtent une attention nécessaire. Que l'Union africaine, que les chefs d'État décident de laisser leur calendrier très chargé et de consacrer leur temps à cette question est très important. Mais aussi, précéder cela, je viens directement de Diamniadio, il y a eu une rencontre des femmes leaders telles que la ministre de la Femme, telles que d'autres personnalités qui sont là et qui ont vraiment fait des contributions de ce type. Ellen Johnson Sirleaf, l'ancienne présidente du Libéria, entre autres. Il n'y a pas que les femmes, il y a aussi les filles. Hein. La problématique s'adresse aux filles. C'est une approche globale ou c'est une approche sectorielle qui doit être traitée au cas par cas, une pour les femmes et une autre pour... Les violences sont à l'égard des femmes et des filles. Et là, il s'agit de faire surtout le point avec l'appui du système des Nations Unies. Nous avons comme co-sponsor d'accompagnement de cette rencontre le système des Nations Unies qui est présent ici. Et donc, les violences ciblent non seulement les femmes, mais aussi les filles. D'accord. Aujourd'hui, certainement, vous avez dû avoir la cartographie globale des violences à l'échelle du continent. On sait que d'un pays à l'autre, les sociétés, les modes de vie peuvent changer d'un pays à l'autre. Comment est-ce que vous comptez à l'échelle africaine régler la question? Sur le plan panafricain, il s'agit surtout de nous rendre compte que la violence est culturelle, elle est sociétale. Pendant 10 ans, j'ai été directeur du bureau de communication du PNUD à New York et le PNUD sortait le rapport mondial sur le développement humain. Et le rapport mondial sur le développement humain dit qu'aucun pays au monde ne traite ses femmes aussi bien qu'il ne traite ses hommes. Donc la question de la violence à l'égard des femmes et des filles n'est pas l'apanage du continent africain. Ça se retrouve sur le plan mondial. La discrimination, elle est mondiale. Voilà, elle est mondiale. Et à ce niveau-là, donc il s'agit de voir comment est-ce qu'il faut utiliser les canaux que nous avons pour que l'on puisse dire non à cela. Et quels sont les leviers sur lesquels on doit s'appuyer aujourd'hui pour vraiment inverser cette tendance? D'abord, écouter les femmes. Avoir le leadership des femmes. Et nous avons des femmes telles que l'envoyé spécial du président de la Commission de l'Union africaine, Binta Diop, qui se bat d'arrache-pied, Ellen Johnson Sirleaf. Écoutez les femmes et maintenant que les hommes soient des alliés des femmes et ensuite maintenant
asseoir cette mesure sur un certain nombre de leviers dont nous allons parler lorsque nous parlerons du réseau de la Renaissance africaine dans un instant. Il faut agir peut-être plus sur le levier juridique ou judiciaire sur le continent? Les deux. Il s'agit d'établir une plateforme qui parvienne à toucher les différentes couches. Il faut qu'il y ait une législation nationale, mais une législation nationale qui n'est pas mise en œuvre, c'est comme un morceau de papier qui va dans un tiroir. Absolument. Donc, il va falloir qu'il y ait des leviers de pression, des groupes qui puissent faire le point de la mise en œuvre de ces mesures juridiques. D'accord. Je rappelle que vous siégez dans le comité national d'organisation, vous l'avez dit, et c'est à votre titre de président directeur général du réseau de la Renaissance africaine et de la diaspora. Qu'est-ce que vous comptez apporter comme contribution dans cette conférence, dans ce combat des femmes pour retrouver la dignité, si on peut dire? C'est un grand honneur pour nous d'avoir été nommé dans le comité national d'organisation par Madame la ministre du Genre, avec l'appui du secrétaire général, et une jeune femme qui est très dynamique et qui coordonne le comité national, Madame Fatou Diouf Gueye. Et à ce niveau... Fatou Diané Gueye. Elle est Gueye, voilà. Voilà, Fatou Diané. Non, Fatou, la coordonnatrice nationale, c'est Fatou Diouf Gueye. Ah d'accord, Fatou Diané, c'est la ministre. Voilà, Fatou Diané, c'est la ministre du Genre. De la femme, voilà. Voilà. Et donc, nous sommes là pour partager l'expérience que la RDN a eue sur le déroulé de comment est-ce qu'il faut utiliser la capacité de mobilisation du sport et de la culture pour donner un carton rouge, et j'ai le carton rouge là. C'est la campagne que vous avez lancée, à toutes les formes de discrimination et de violence à l'égard des femmes et des filles. Vous savez, vos téléspectateurs le savent, lorsque dans le terrain de football, on donne le carton rouge à un joueur, ce joueur n'a plus de place dans le terrain. Donc nous pouvons utiliser cette image pour dire que nous donnons carton rouge à toutes les formes de discrimination et de violence à l'égard des femmes et des filles. Nous avons eu un lancement ici au Sénégal qui a été très très réussi et qui sera suivi d'un déroulé de 12 mois où nous allons faire ressortir un certain nombre de partenariats. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de faire un lancement qui est l'effet de feu de brousse, mais qui serve d'accélération du travail qui se fait pour lutter contre les violences basées sur le genre. D'accord. Et vous avez emprunté ce langage-là au sport. Vous travaillez avec la FIFA dans ce projet et dans cette campagne? La campagne Carton Rouge du réseau de la Renaissance africaine et de la diaspora a cet avantage d'avoir réuni le système des Nations Unies, UNFPA, le PNUD Afrique, ONU Femmes, ONU Habitat, entre autres, la FIFA, des organisations qui travaillent toutes ensemble pour que l'on dise non à toutes les formes de discrimination et de violence à l'égard des femmes et des filles. Et vos téléspectateurs peuvent aller en ligne et s'engager en signant www.redcardpledge.com. Donc ça, c'est l'engagement. Et maintenant, quand on fait le lancement, il y a 3 facteurs qu'il faut mentionner très rapidement. Nous avons d'autres partenaires qui sont là, c'est-à-dire nous avons 365 maires noirs américains qui vont signer des partenariats, des jumelages avec des maires d'Afrique, dans ce cas-ci le Sénégal. Nous avons aussi 100 présidents d'universités américaines qui vont signer des conventions de partenariat avec les universités du Sénégal pour l'amélioration de l'enseignement supérieur. Troisième point, surtout faire une jonction entre les mouvements des femmes de la diaspora et les mouvements des femmes du Sénégal. Lorsque l'on prend tout cela ensemble, l'on met une stratégie de communication qui fasse ressortir davantage les efforts du Sénégal sur le plan international. Le pays a consenti beaucoup d'efforts et vous avez, dans ce cadre-là d'ailleurs, créé le cercle des chefs d'État champions de la lutte contre la discrimination, les violences faites aux femmes. Il s'agit d'inspirer les chefs d'État, les autres chefs d'État, par ceux qui ont déjà agi. Et pour cela, l'un des objectifs, c'est de faire un club des chefs d'État champions sur la lutte, sur le fait de mettre fin à la violence à l'égard des femmes et des filles. Et ces chefs d'État vont engager leurs pairs.
Nous avons déjà le président Tshisekedi de la République démocratique du Congo, qui a été désigné champion par l'Union africaine parce qu'il a abrité le premier sommet. Et maintenant, nous avons le second sommet qui se tient là. Donc, petit à petit, il y a un certain nombre de chefs d'État. Le président Macky Sall, il va être champion. Le président Macky Sall s'est toujours battu dans ce domaine, dans tout ce qui concerne la lutte contre la violence à l'égard des femmes et des filles. Et donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui va être accéléré à ce niveau. Et Dakar peut être décisif pour ça? Dakar, la conférence de demain? La conférence de demain est décisive parce qu'il y a 2 points sur lesquels il faut mettre l'accent. D'abord, faire le point. Il ne s'agit pas de se réunir pour se réunir, mais de faire le point des efforts qui ont été entrepris depuis novembre 2021. Et deuxièmement, accélérer le processus en engageant des partenaires qui ne sont pas nécessairement toujours dans la même salle. D'accord. Le réseau œuvre pour tout cela. Vous êtes connu dans la diaspora, mais est-ce qu'en Afrique, vous êtes connu? Oui, le réseau de la Renaissance africaine et de la diaspora est une organisation internationale dont le siège est à New York, qui a le statut consultatif avec le système des Nations Unies et qui est reconnu par le gouvernement des États-Unis d'Amérique. Donc, nous avons des bureaux dans 80 pays, dont certains en Afrique. Et pour cela, bureaux régionaux et nationaux. Et c'est là que nous pouvons vraiment faire la différence en étant au diapason des préoccupations des peuples à travers le continent africain et dans la diaspora. Comment est-ce que nous pouvons insuffler un dynamisme au concept de l'Union africaine que la diaspora est la 6e région d'Afrique? Il y a une déclaration qui a été faite. Comment est-ce qu'il faut la traduire en actes concrets selon des objectifs du réseau de la Renaissance africaine et de la diaspora? Et vous menez le plaidoyer auprès de tous les États membres de l'Union africaine? Le plaidoyer est mené non seulement au niveau de tous les États membres de l'Union africaine, mais aussi au niveau des pays de la diaspora. Et pourquoi vous avez décidé de faire de cette question des femmes votre cheval de bataille? La violence à l'égard des femmes est l'une des endémies les plus graves de nos jours. Et c'est pour cela que nous pensons que nous pouvons l'utiliser comme point d'entrée vers la popularisation des objectifs de développement durable. Les femmes font partie des acteurs premiers du développement. L'Afrique, selon vous, votre conviction est que s'appuyant sur les femmes peut arriver très rapidement à ces objectifs-là? Absolument. Notre rêve, c'est de faire une combinaison entre les mouvements des femmes, les mouvements des jeunes et tous les mouvements pour que nous atteignions un développement humain durable, pour que nos filles, nos mères, nos sœurs, nos épouses ne soient plus victimes de ces violences à l'égard. Et demain, vous attendez quoi en retour? Cette rencontre a fait l'objet d'une préparation minutieuse de la part des autorités. Donc, il y aura une déclaration qui va être adoptée suite aux recommandations des différentes composantes de la société. Et cette déclaration va être maintenant portée au niveau du sommet de l'Union africaine. Et nous, à notre niveau, en tant que réseau de la Renaissance africaine et de la diaspora, nous allons la porter. Le service après-vente? Voilà, au niveau... non, pas nécessairement. Vous savez, ce qu'il y a, c'est qu'il faut tenir de l'après-vente en préparant le service. Et donc, nous allons l'amener au niveau non seulement de la diaspora, mais nous avons un certain nombre d'activités sur le plan mondial, parce que le réseau de la Renaissance africaine et de la diaspora est reconnu par le système des Nations Unies, reconnu par le gouvernement des États-Unis d'Amérique. Donc, nous utilisons cette crédibilité pour donner la visibilité, pour donner le plaidoyer, la mobilisation sociale, pour que cesse toute violence à l'égard des femmes et des filles. Oui. Il y a beaucoup de conflits aujourd'hui sur le continent, un conflit dans lequel les femmes sont plus souvent victimes. Est-ce que ce levier de la paix et de la sécurité dans nos pays est aussi une priorité dans vos activités? C'est très important de s'assurer que les femmes ne soient pas utilisées comme outils dans les situations de conflit. Et j'ai eu l'honneur de participer à une rencontre de la société civile dans le cadre des préparatifs de cette rencontre. Et nous avons fait un certain nombre de recommandations à ce niveau, y compris le fait d'avoir beaucoup plus de femmes qui soient engagées dans les négociations pour la paix, pour que l'on puisse vraiment essayer de voir comment est-ce qu'il faut résoudre ces questions. Donc, pour vous, il s'agit d'impliquer les femmes plus dans les processus de résolution des conflits. Il n'y en a pas beaucoup. Donc. Oui, mais il faut voir les exemples. L'un des objectifs de la rencontre,
c'est de voir ces exemples et de voir comment est-ce qu'il faut les multiplier, les exemples qui ont déjà réussi. Le Sénégal applique la parité. Ce n'est pas le cas dans beaucoup de pays Oui, en Afrique. nous pouvons faire des exemples de la parité au Sénégal. Il y a d'autres exemples, par exemple, d'autres pays. Et lorsque nous rassemblons tous ces éléments, ils deviennent des îlots d'espoir à travers le continent africain. Vous aviez dit tantôt que l'Afrique n'a pas l'apanage de la violence contre les femmes. Ça existe partout dans le monde. Hein. Vous avez dit que c'est une pandémie, si on peut... Et cela a été documenté par les Nations Unies, le rapport mondial sur le développement humain. Donc, chaque pays est en train de s'atteler pour voir comment est-ce qu'il faut faire face à ces violences. Et nous pensons qu'il n'y a rien de mieux que d'utiliser les deux langues qui sont universelles, à savoir le sport et la culture, comme illustration. Parce que lorsque l'on fait le sport, quel que soit le background auquel on revient, lorsque le Sénégal a gagné la Coupe d'Afrique des Nations, mais il n'y avait pas de parti politique, il n'y avait pas de groupe ethnique, il n'y avait pas de groupe... Il y avait un seul Sénégal. Et c'est pour cela que nous pensons que l'humanité doit être entière, qu'il ne doit pas y avoir de brimade, de violence, de discrimination à l'égard des femmes et des filles, lorsqu'il y a 75 ans que la Déclaration universelle des droits de la personne a été adoptée à Paris. Et pour cela, il faut passer par des rouages qui transcendent... Il faut aller vers les leaders d'opinion qui comptent dans la société avec l'accompagnement de l'État. Et c'est pour cela que nous avons parlé des maires, nous avons parlé de l'éducation. À la base, voilà, à la base, voilà. Écoutez, peut-être un dernier mot, on est rattrapé par le temps, par rapport aux membres du réseau, mais également aux femmes d'Afrique, du monde. Vous parlez du haut de votre expérience. Vous connaissez le terrain social, je l'ai dit tantôt. Oui. Nous sommes très encouragés par l'engouement qu'il y a eu, qu'il continue à y avoir, parce que les gens commencent à avoir de plus en plus une tolérance zéro par rapport aux violences et aux discriminations faites aux femmes et aux filles. Et quoi de mieux à 11 jours de la Coupe du monde de football de la FIFA à Doha que de dire carton rouge à toutes les formes de discrimination et de violence à l'égard des femmes et des filles. C'est un message qui va jusqu'à la diaspora. Absolument. Ils sont nombreux à assister à cette conférence. Il y a beaucoup de femmes qui vont venir de la diaspora, on imagine. C'est une conférence, comme vous savez, qui est hybride. Donc les gens sont là physiquement, mais il y a des liens qui permettent aux représentants de la diaspora, en Amérique latine, en Europe, en Asie, de participer également. Et de partager les expériences. Et de partager les expériences. Oui. Écoutez, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Djibril Diallo, président directeur général du réseau de la Renaissance africaine et de la diaspora ARDN. Le point ce soir est fini. Rendez-vous mercredi prochain pour d'autres questions d'actualité.